Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Veto Micro. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle soignante non vétérinaire. Après des médecins, des dentistes, des psychologues, place à une ostéopathe. Je suis ravie d'accueillir Jeanne Capdeville. Salut Jeanne. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors Jeanne, tu es franco-suisse et tu viens d'une famille où la médecine est presque une langue maternelle. Après un premier parcours en biochimie à Grenoble, tu fais un choix assez fort. Partir en Angleterre pour te former à l'ostéopathie au University College of Osteopathy à Londres, où tu suis un cursus de 4 ans. Tu obtiens ton master en 2023, puis tu poursuis immédiatement avec une spécialisation en pédiatrie et petite enfance en 2024, tout en démarrant ton activité en cabinet. Et comme souvent chez les soignants curieux, et un peu insatiable, une spécialisation n'en appelant jamais qu'une autre, tu t'intéresses aussi de près au postpartum. L'ostéopathie sportive, en revanche, te parle moins. Non pas par manque d'intérêt pour le corps, mais parce qu'elle soulève chez toi des questions plus larges sur le rapport que certains entretiennent avec leurs limites, leurs performances et leur respect d'eux-mêmes. Cette année, tu es de retour en Suisse, en train de passer ton équivalence pour pouvoir exercer. Et tu t'accordes en parallèle quelque chose de précieux et pas si fréquent, du temps pour réfléchir à la suite. Merci beaucoup Jeanne d'être avec nous aujourd'hui et merci aussi surtout à ta cousine Élise qui nous a mises en relation. Est-ce que tu es prête? Oui, bien sûr. Alors, comme tu as écouté le podcast d'Élise, tu connais la question traditionnelle avec laquelle je démarre, non pas pourquoi vétérinaire, mais ce serait plutôt pourquoi ostéo, parce que tu m'as dit quand on a eu notre premier contact que tu es devenue ostéo un peu par hasard. Alors j'aimerais que tu nous racontes un peu tout ça. Donc, ouais, un peu par hasard parce que bon, ça a commencé un peu durant les années de lycée, surtout avec cet intérêt pour la science et surtout le corps humain. Et au final, je m'étais vraiment intéressée un peu comme tout le monde, c'est sciences corps humain, c'est médecine directement. Et c'est quelque chose qui m'intéressait et qu'ensuite j'ai décidé de faire plutôt une sorte de passerelle en France, donc pas du tout en Suisse. J'ai fait toute ma scolarité en Suisse et tout, mais le système français, pourquoi pas. En fait, moi j'ai toute ma famille qui est française, qui a fait toutes ses études là-bas aussi, et donc j'ai essayé d'abord de la biochimie à Grenoble, qui était pas forcément mon truc. Et ensuite, j'ai surtout mis un peu la faute sur la langue. Moi, j'avais fait toutes mes études en anglais. Et du coup, en fait, Londres était un petit peu la seule solution. Et dans ce même sujet de la santé, c'était de voir un petit peu aussi toutes ces autres médecines alternatives, dont l'ostéo. Il y a aussi les physios. Enfin, nous on dit physio en Suisse, mais en France on dit kiné. Les physios, les chiropracteurs aussi, tout ça. Et c'est là où avec une discussion avec ma mère qui elle est même médecin, elle m'avait dit pourquoi t'essayes pas l'ostéopathie. Moi j'avais vu une ostéo depuis quand j'étais jeune, c'était tout. Et je m'étais dit pourquoi pas, et ça m'a bien plu. Donc voilà. Super, merci. Et pourquoi ça t'a plu justement? J'ai beaucoup aimé ce mélange entre tout ce qui est théorie, tout ce qui est très académique quand même, parce que c'est quand même assez poussé, et la partie très manuelle en fait du travail, où on travaille beaucoup, la majeure partie surtout avec nos mains,
et ce rapport aussi à l'humain où en fait on est directement en relation avec les patients et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est University College of Osteopathy. Alors c'était comment ça se passe ton cursus, l'ambiance, est-ce que ça change beaucoup de ton premier épisode à Grenoble? Alors, j'ai trouvé ça beaucoup plus, je sais pas si c'est que ce soit les Anglais ou même juste l'ostéopathie en général, mais la façon dont les profs étaient avec nous, c'était beaucoup plus, on sait qu'on sera collègues à la fin. Donc, il y a j'ai envie de dire, ce respect directement dès le départ, enfin, ouais, qui arrive dès le départ, que j'ai bien aimé. Après, la façon dont ça se passe, donc c'est un peu comme une sorte de, ils ont quelque chose qui s'appelle UCAS, qui est le Parcoursup anglais. Et donc il y a cette inscription avec eux et en fonction en fait des études qu'on a fait avant et des matières qu'on avait eues, il y a soit une année en fait formatrice au départ pour nous mettre un peu à niveau, soit on commence directement avec la première année, ce que moi j'ai fait. Et en Angleterre, c'est 4 ans d'études. Je sais qu'en France et dans d'autres pays, ils font entre 4 et 5, mais je crois que c'est plutôt 5. Et c'est un mix entre des cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie, en fait un peu de tout en relation avec la médecine et des cours pratiques. Et ça, les cours pratiques, on en a presque tous les jours où en fait on commence directement à s'entraîner entre nous. C'était un peu, je sais pas si c'est un peu l'expérience de tous les ostéos ou toutes les écoles d'ostéo, mais notre premier cours de pratique, on nous a tous demandé de nous déshabiller. Donc on avait le droit de nous mettre c'était un peu brassière de sport mini short et avec on était 40 dans une salle, je connaissais personne et ils nous disaient un petit peu c'est comme ça qu'on va juste un peu briser la glace. Donc il y a pas trop de tabous et voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc voilà, et après en fait c'est les 2 premières années sont très focalisées sur la théorie et après à partir de la 3e année, on est en clinique. Donc en fait l'université a une clinique au sein même de son établissement où tu vois des patients, tu es encadré par des ostéos qualifiés et ça te donne déjà cette expérience en fait entre ostéo et patient. Ouais, ça te met directement dans le bain. C'est rigolo cette introduction. Déjà, faut le savoir parce qu'il faut pas venir en string. Mais bon, j'imagine que vous êtes quand même au courant ou que les années précédentes vous passent le mot. Et puis c'est à la fois très anglais dans l'approche un peu progressiste et à la fois pas du tout anglais parce qu'ils sont quand même très pudiques généralement, non? Oui, hyper. Et ils sont hyper. Comment dire, ils nous mettent toujours en garde de la façon dont on va s'adresser aux patients, de la façon dont on va réagir, de la façon dont on va approcher le patient physiquement en fait avec nos mains, tout ça, qui est hyper encadré et ouais un peu ils sont un peu pudiques. Il faut toujours un peu tourner autour du pot avant d'arriver à une question pour pas être trop Frontal, ouais. Frontal, trop agressif pour certains. Et comment il est perçu alors l'ostéopathie en Angleterre? Est-ce que tu as un peu un comparatif par rapport à peut-être ce que tu entends en Suisse ou ce que tu as vu un peu en Suisse? Oui, alors avec ce que j'ai vu en Suisse, moi, c'est surtout le côté où tout le monde voit un peu un ostéo. C'est-à-dire que parce que parce qu'en Suisse, c'est pris par une assurance complémentaire. Mmh. Donc en fait, tout le monde a à peu près accès à ça. Enfin, en fonction de ton assurance, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est assez connu, on va dire. Alors qu'en Angleterre, pas du tout. Mais parce que c'est pas pris par les assurances la plupart du temps. Ou pas par le... ils ont le NHS. Ouais. Et donc juste pour ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes et je dis que je suis ostéo, je dois un peu expliquer ce que c'est.
Alors qu'ici, tout le monde a un peu une idée, en fait. Ouais, c'est intéressant. Et oui, pour ceux qui nous écoutent, hein, le NHS, c'est l'équivalent de la Sécu en France. Et peut-être, ils ont un système d'assurance privée. Peut-être certaines assurances privées le prennent en charge ou pas du tout? Oui, alors, si, il y en a, mais la plupart du temps, il faut passer d'abord par ton médecin généraliste. Ça prend déjà le NHS, je peux en parler pendant des heures, mais c'est d'abord le médecin généraliste où il faut appeler directement son assurance. Ils vont surtout demander ou vous dire d'abord: «Ah, mais allez voir un kiné, c'est ce qu'il y a de mieux». Et sauf si le patient en fait sait ce que c'est un ostéo ou la différence entre un physio et un kiné, enfin un kiné et un ostéo, ils vont demander pour l'ostéopathie. Et là, c'est différent parce que du coup, nous en tant qu'ostéo, on doit être reconnu par ces assurances-là. Donc il y a du AXA, du Vitality, enfin plein de différentes assurances qu'on peut trouver en Angleterre. Je sais pas si c'est un peu la même chose en France ou en Oui, Suisse. oui. Mais pas tout ostéo veut être reconnu par ces assurances-là parce que c'est pas exactement le même prix en termes de ce qu'ils payent. Ah oui, d'accord. Donc chaque ostéo, finalement, ou chaque clinique d'ostéopathie, finalement, doit être reconnue à part entière par telle ou telle assurance. C'est un peu ça le. Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Oui, oui. Non, j'ai pas entendu en tout cas chez nous en France, je ne pense pas que ce soit comme ça. Ok, intéressant. Donc vous pouvez faire de la pub. Comment ça se passe pour attirer les clients, à part ce côté justement recommandation potentielle, c'est du bouche à oreille? Oui, complètement. En Angleterre, la pub, il y en a de partout. Que Ok. ce soit, ils sont hyper et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant d'arriver en Angleterre, c'est, les Google Reviews. Donc Mhm. tout ce que les gens peuvent laisser sur Google par rapport à ton cabinet, hem, c'est aussi, faire de la payer pour être sponsorisé par Google, enfin avoir, le côté où dès qu'on cherche Mhm. ostéopathie Londres, on arrive en premier sur les listes. Hem il y a beaucoup de personnes aussi qui ont commencé, tout ce qui est Insta. Mhm. Hem, ouais, Insta. Il y a énormément de vidéos, de cabinets qui font de la pub comme ça et des gens du coup qui vont aussi voir, ces cabinets-là parce qu'ils les ont trouvés sur Instagram. D'accord, ok. Et donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui est, c'est quelque chose complètement normal là-bas et moi que je connaissais pas du tout avant parce que pour moi comment tu appelles ça? Le milieu médical, il y avait pas de pub quoi. À part, Mhm. tout ce qui est, esthétique, mais sinon non, on faisait pas de la pub pour, par exemple un cabinet des cabinets quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, ça s'est réglementé quand même, hein, de manière générale, par chez nous, donc Ouais. parfois il y a pas trop le choix. Après ça vient, hein, petit à petit, on voit. Moi, je suis quelques influenceurs, médicaux, Insta, et Mmh. il y a pas mal de, enfin, il y a des ostéos, il y a des kinés, il y a un peu de tout, mais c'est pas monnaie courante. C'est sûr que, bah, moi, mes ostéos, ici, c'est pas des gens que j'ai trouvés par Insta. Par contre, le côté Google Reviews, ça, c'est quand même de plus en plus courant. Ouais. Je pense que peut-être juste, bah, l'Angleterre a toujours, les pays anglo-saxons ont toujours un petit peu un cran d'avance sur tous ces trucs-là. Peut-être que Mmh. toi, tu as vécu un peu, bah, quelque chose, un système qui était déjà bien ancré et ce qui a fait une grosse différence. En tout cas, nous, je parle pour la France, les Google Reviews deviennent de plus en plus importants pour Mmh. le choix de ce type de professionnel de santé. Et je dirais Mmh. même certains médecins maintenant, on voit des Google Reviews. Donc ouais, ça devient un peu la façon de faire générale, quoi. Bah, je trouve ça assez intéressant, mais en même temps, moi, ça m'a mis hyper mal à l'aise au départ, en Ah, fait. intéressant. Dès que je Pourquoi suis ça? bah, c'est-à-dire que, tu vas voir, bon, il y a un nouveau patient qui vient, bien sûr, ton objectif, hein, c'est son bien-être, c'est que, tout ce que tu fais, tu l'intérêt du patient en premier. Mais derrière, en fait, en Angleterre, tu moi, je faisais partie d'un cabinet, enfin, j'ai bossé dans 3 cabinets différents où, hem, j'avais une sorte de boss. En fait, j'avais un patron mais qui était pas trop mon patron parce que j'étais quand même, self-employed, donc Mmh. libérale. Mmh. Je me trompe toujours avec le vocabulaire comme ça et donc
en fait, c'était mon boss, mais pas vraiment mon boss parce qu'il pouvait pas trop me dire comment réellement pratiquer l'ostéopathie. Mais d'un autre côté, j'avais cette pression derrière qui disait ouais, bon bah t'as eu tant de patients cette semaine, t'as eu que 2 reviews de tel patient, tu pourrais pas peut-être demander plus, mets des emails à des gens en disant hello, j'espère que le traitement s'est super bien passé, et que vous vous sentez mieux. Est-ce que vous voudriez bien écrire un Google Review pour nous? Et je trouve ça et pour moi au départ, enfin ça m'a pris un petit peu de temps pour trouver un petit peu ma méthode euh, de comment en fait demander pour ces reviews là. Parce que ça fait un peu, s'il vous plaît, mettez-moi un compliment. Ouais. Dites que je suis géniale et voilà. Et peut-être l'impression d'être finalement un peu en prestation en plus Mmh. pendant ta consultation, quoi. Complètement. Complètement parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu, j'ai pas envie de dire difficile au départ, mais j'ai l'impression qu'en fait avec chaque nouveau patient que tu rencontres, bah, j'ai l'impression de me vendre un petit peu. Mmh. De dire en fait j'ai besoin de convaincre cette personne que je sais ce que je fais et que ce que je fais est un bénéfice pour eux et qu'il faut qu'ils reviennent. Mmh. Parce que derrière, j'ai des gens qui me disent oui, je vois que telle personne est venue que 2 fois, pourquoi ils sont pas revenus après? Nous ici, on veut au moins une moyenne de 7 consultations avec chaque patient, blablabla. Et donc c'est beaucoup de c'est un business aussi Ouais, derrière. ouais, 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 ouais. Qu'il faut qu'il faut Qui marche qui enfin, il faut qu'il marche, quoi. Ouais, ouais, ouais et c'est dur, de combiner ça avec, l'idée qu'on se fait du soin, où Mmh à mh. la base, on est là juste pour faire que les gens aillent mieux et tu dis tu as trouvé ta méthode. C'était quoi alors ta méthode pour, pallier un peu à tout ça? Alors moi, il faut savoir, la plupart du temps, j'oubliais. Donc ça dépendait, en fait, surtout si, la relation qu'on a avec, ces personnes-là, mais le gros truc que j'avais, c'était de mettre un email en disant, «Bonjour, j'ai adoré vous comment dire? C'est très bizarre de le traduire, moi je le dis plutôt en anglais et on va dire qu'en anglais c'est très familier, hein, comparé à la Ouais. façon dont on va parler en français avec des patients. Mais «Ah c'était un plaisir de vous revoir cette semaine. J'ai oublié de vous demander, pendant la consultation, mais est-ce que ça vous embêterait de me mettre une petite Google review sur sur, heu, et cliquer sur le lien en dessous?» Mais c'était un peu ce côté, «Ah j'ai oublié de vous demander», Mmh. hem, sans être, trop, «S'il vous plaît, mettez-moi un un Google review», et sinon, en fait, la plupart du temps, j'en ai eu aussi qui m'en ont mis sans forcément avoir à demander. Mais Mmh. ouais, qui est une façon de faire, je sais pas. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Ouais, ouais, oui. Mais c'est pas mal ta technique parce que je trouve que ça apporte un peu de pudeur à Oui. l'approche et je pense que ça bon, dans le côté anglais, ça peut pas mal passer. Après, c'est vrai, hein, ils sont plus habitués aussi que nous, de ce système. Donc je pense que les gens le prennent aussi moins comme un en France, enfin, je sais pas pour la Suisse, mais en tout cas en France, on est très, pour le coup, on est aussi très pudique sur cette partie, échec, réussite, demander des choses. Mmh mh. Tandis qu'en Angleterre, on a plus aussi l'habitude, qu'on nous demande ce genre de choses. Donc, voilà, il faut se mettre un peu dans le mindset, l'état d'esprit. C'est Mais je comprends exactement tout ça. à fait, cette partie un peu ambivalence, surtout qu'on arrive de l'extérieur, de dire: «OK, je dois me vendre», alors que je voulais juste, finalement soigner quelqu'un, Mmh mh. en quelque sorte. Et ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup parce que du coup, je m'imagine qu'il y a quand même pas mal de compétition, qu'il y a beaucoup d'ostéopathes, du coup, qu'il faut autant, se vendre ou c'est juste, voilà, c'est juste dans les mœurs de faire ça? Oui, alors il y a pas mal de compétitions. Après moi, j'étais à Londres et Mmh. j'étais vraiment dans le centre de Londres et déjà là, il y a beaucoup d'ostéos. Mais si je compare à la France, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en Angleterre, on est je vais dire des bêtises, mais je crois qu'on est Vas-y, vers tu peux dire des trois bêtises. mille cinq cents ostéos, heu, alors que en Angleterre en France, par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Je crois qu'ils sont vers les 10 000 Ouais. Ouais, ce serait pas déconnant, hein. pour à peu près le même nombre de patients, le même nombre de personnes.
en fait. Oui. Parce qu'on compare pas mal la France et l'Angleterre, parce qu'on a à peu près le même nombre de personnes en termes de population. Et donc du coup, en France, on parle beaucoup de ce côté, le métier est un peu saturé en termes d'ostéopathes, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alors qu'en Angleterre, beaucoup moins. Mais après, il y en a aussi beaucoup moins dans les endroits un peu plus ruraux. Et, euh, et donc voilà. Mais oui, il y a de la compétition. Et après, il y en a aussi beaucoup qui se spécialisent. Donc c'est là où t'en as beaucoup qui sont plus dans le sport ou en pédiatrie, d'autres qui sont plus viscérales, crâniales, euh, tout ce qui est postpartum ou pregnancies. Ouais. Tu vas dire Les femmes gestation, mais ça, c'est un voilà. mauvais, Non, un mauvais vétérinaire. on dit ça pas trop pour les pas trop pour les humains. Oui, voilà, pour les femmes enceintes. Donc voilà. Après, c'est là où on va mettre pas mal de publicité sur nos points forts et ce qui nous différencie un peu des autres. Ouais. Donc voilà. Ok, très clair tout ça, merci. Alors, prochaine question. En cabinet, donc tu as fait trois cabinets, tu dis toujours à Londres, du coup. Ouais, Ouais. exactement. Comment ça se passe cette période alors, outre le fait que tu dois te vendre? Bah moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique parce que du coup j'étais dans 3 cabinets, c'est beaucoup. Euh, Ça veut dire qu'en fait chaque jour j'étais dans un cabinet différent, ce qui était assez agréable parce que ça me change un petit peu d'une routine où j'irais au même endroit tout le temps. Et aussi, comme j'étais dans différentes parties de Londres, ça veut dire que j'avais une patientèle aussi assez différente. Donc j'étais dans un cabinet qui était un peu plus loin, enfin un peu à l'extérieur de Londres, et là c'était très résidentiel. Donc je voyais beaucoup de bébés, d'enfants, un petit peu plus de personnes âgées, euh, ce qui était super. Et dans un autre cabinet où là j'étais beaucoup plus dans le centre, surtout dans le quartier très un peu comme si c'était la Défense en vrai. Et là où je voyais beaucoup plus c'était des mecs ou des femmes qui avaient mal au dos parce qu'ils étaient derrière un ordinateur pendant 12 heures par jour. Donc ça me faisait une variété en termes de patientèle qui était assez agréable. Donc ça c'était bien. En réalité, j'aimais bien parce que on a un peu aussi cette liberté de d'emploi du temps. C'est-à-dire que si j'avais pas de patient un matin, pas avant 10 heures, j'étais pas obligée d'arriver à 8 heures du matin nécessairement. Et si je faisais pas certaines heures un jour, je pouvais les rattraper un autre. Bon, après ça c'est toujours en fonction pour qui on travaille. Et en Angleterre, on a un peu 3 différentes façons de travailler pour un cabinet. Soit on est complètement salarié, et là on n'a pas le choix entre des heures qu'on fait, mais on est quand même payé si on n'a pas de patient, ce qui est assez agréable. Donc ça donne une certaine stabilité, surtout au niveau du salaire. Et sinon, moi, par exemple, j'étais du coup en self-employed, et là, j'ai les heures qui me sont attitrées, sauf que si j'ai pas de patient, je reçois pas d'argent. Et en contrepartie, en fait, moi, je m'occupais pas du tout de l'admin. Euh, C'était au cabinet de m'apporter une patientèle, mais en retour, je donnais un certain pourcentage de ce que je me faisais. Et ce qui donne un peu plus cette liberté, comme je l'ai dit auparavant, c'est je peux travailler de la façon dont j'ai envie, et j'ai pas forcément un cadre strict à suivre. Et la troisième partie, parce qu'il y a 3 façons différentes. Ah oui, Donc, j'imagine c'est le c'est le self-employed. Tu vois, je suis. Ouais, non, c'est vrai. Et en fait, la troisième partie, c'est soit en fait non, il y en a 4. Soit on travaille du coup pour soi-même. Ouais. Et là, on peut, en Angleterre, il y a énormément d'endroits, je sais pas si ça se fait trop en France, mais c'est des cabinets qui louent des salles, en fait. Donc, en fait, tu peux louer une pièce qui a tout ce que tu as besoin, du coup,
une table ou un table-lit pour les patients. Et soit c'est à ton compte, soit en fait tu loues de la clinique qui elle t'envoie quand même une patientèle, mais du coup tu dois quand même payer la salle même si tu y es pas. Ah ouais, Et OK. ouais. Mais tout ça c'est toujours un petit peu, moi je trouve ça un peu comment dire? Il y a des contrats qui sont faits, mais c'est pas hyper réglementé, on OK. va dire. Ouais. Ouais. OK. Je Voilà. vois. Puis le dernier tip, c'est d'être complètement tout seul, quoi, je Voilà. suppose, de gérer son truc, Mmh. OK. Et ça se fait pas mal aussi. Et pendant cette période, tu te spécialises aussi, tu t'es la pédiatrie, petite enfance et puis postpartum. Qu'est-ce Mmh. qui t'a attiré, alors j'allais dire aussi vite, mais peut-être que c'est courant de vite se spécialiser? Non, alors pas trop. Moi, en pédiatrie, c'est parce qu'en fait directement enfin, j'ai toujours bien aimé travailler avec les enfants ou avec les enfants, les bébés, je trouve ça super mignon Mmh. et mais surtout parce qu'en fait, l'université où j'ai fait du coup mon master en ostéo, la University College of Osteopathy, ils proposaient aussi un programme, à temps partiel pour 1 an, d'une spécialisation en pédiatrie et et du coup, ça m'a bien intéressée. Je me suis dit: «Bah, en même temps, j'ai quand même des dissertes à écrire, c'est un diplôme universitaire». Donc je voulais pas non plus prendre trop de temps entre finir mes études et la spécialisation, juste parce que je me suis dit qu'en fait, je me remettrais jamais dedans, et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré, le travail avec les enfants, cette façon aussi que du coup, oui, le patient, c'est le bébé ou l'enfant, mais il y a aussi, les parents derrière qu'il faut un petit peu, j'aime pas trop utiliser le mot gérer, mais faut aussi travailler avec eux par rapport à ce qu'on fait et heu et aussi, en fait, essayer de gagner leur confiance parce que, moi, le plus jeune bébé que j'ai traité, je crois depuis le début, il devait avoir 7 jours. Ah oui. Ouais, et c'est très tôt. Ah Ça, oui. ça, c'est un peu au départ, en fait, la, donc je suis désolée, j'ai l'impression de partir un petit peu dans plein de différentes branches. Non, c'est super. Mais Vas-y. mais ouais, en fait, moi, j'ai trouvé ça très tôt et ça, c'était assez tôt quand j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, les bébés, j'aime bien les voir à partir de 2 semaines. Je trouve qu'entre, 0 et 2 semaines, ça évolue tellement que, ce que moi je peux faire réellement, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le temps qui fait que ça va mieux? Je sais pas trop et mais c'est là aussi où en fait, du coup, ce que je disais, c'était, d'avoir aussi cette confiance avec les parents bah, en fait, je prends votre bébé alors que souvent à cet âge-là, on n'ose même pas que les parents ou les beaux-parents, ou que trop d'amis viennent pour voir, le nouveau-né et qu'il y ait cette personne qu'on connaît pas du tout qui le manipule et qu'au final on sait pas du tout ce qu'on fait parce que j'ai beaucoup de parents qui me posent la question: «Mais qu'est-ce que vous faites là? Donc ça aide avec quoi? Est-ce que je peux reproduire ça à la maison?» Qui sont hyper intéressés, hein, de ce qui se passe, mais qui viennent un petit peu, complètement aveugles, parce qu'ils ont entendu que ça pouvait être bon pour leur bébé et qui sont là, mais en fait, qu'ils ont pas trop fait de leurs recherches derrière. C'est beaucoup du bouche à oreille. J'ai trouvé ça très drôle en Angleterre. Ils adorent tout ce qui est les classes pour bébés. Donc, soit que ce Mmh. soit de la natation, enfin de la natation, c'est un grand mot, la piscine. La piscine ou que ce soit, des cours de musique, des choses comme ça et en fait, les mamans parlent beaucoup entre elles et elles ont des groupes WhatsApp. Alors je sais pas si c'est le cas en France ou autre part, mais des groupes WhatsApp où elles sont 250 dessus. Ah ouais. Ouais, ouais, non mais c'est des trucs énormes. Moi, j'en ai vu, j'étais un peu genre: «Ouh là!» et en fait, j'ai envie de dire même après 6 mois avoir commencé avec la pédiatrie, j'avais beaucoup de personnes qui venaient juste à cause du bouche à oreille, surtout dans le milieu, maman-bébé, en fait. Mmh. Parce que c'est quelque chose qu'en fait, ils vont pas forcément rechercher sur, Google
parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et le fait qu'il y ait d'autres mamans qui disent ah ça a super bien marché pour mon bébé, ça aide beaucoup, on va dire. Bah, ça rassure, hein. Ouais. Ça rassure. Ouais, étonnant. L'idée de 250, d'un groupe WhatsApp avec 250 personnes, ça me fout l'angoisse. Non, mais c'est des Rien trucs qu'à y penser. Ouais, j'avais des mamans qui me disaient non mais t'as pas compris, mais moi je veux bien être dans un groupe où on est 12, 20 maximum, mais 250 j'ai dû mettre en silencieux, hein, ça parle Ah, tout le temps, ça angoisse. Mais oui, Et mais je surtout comprends. qu'en plus t'as pas de, alors Facebook, je peux comprendre parce que ça, parce que t'as quand même un fil, mais là c'est juste une conversation, enfin voilà, des conversations Exactement. dans la suite, l'enfer, Mmh. quoi. Ouais, un petit peu. Bref, et donc j'imagine que c'est, pour revenir à tes spécialisations, Mmh. ça s'est un peu fait naturellement, ton envie de te pencher aussi plus sur le postpartum par le contact que tu avais peut-être avec les mamans? Exactement, ouais. Ça, c'était quelque chose, que j'ai vraiment remarqué sur le terrain où, en Angleterre, en fait, le suivi des accouchements, il se fait pas trop. C'est-à-dire que, les mamans avec leur bébé ont un rendez-vous chez leur médecin généraliste, heu, j'ai envie de dire quoi? C'est 2 semaines après l'accouchement et le médecin va après ça dépend des médecins et ça dépend des expériences que les mères ont eues, mais j'en ai eu beaucoup qui sont venus me voir en me disant: «Bah, ouais, mais il m'a demandé si ça allait, si le bébé allait». J'ai dit: «Oui, à peu près, mais bon, je dors pas». Ils font: «Mais ouais, mais vous vous sentez bien?» «Oui» et le médecin les a du coup, a dit: «Bon, bah, OK, super, au revoir» et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a eu pas du tout d'examen, interne, hem, du, heu, du plancher pelvien, de l'abdomen, rien du tout et ça, c'est quelque chose que je trouve assez hallucinant que ça se passe comme ça. Après, je sais que les ressources, c'est pas forcément, je sais que le NHS est très, 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 occupé, mais aussi, enfin, ils savent plus trop quoi faire, mais bon, c'est Mmh. comme ça et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, enfin moi j'ai des mamans qui viennent me voir, même, des enfants de 6 ans et des mères qui me disent: «Ah ouais, mais j'ai toujours du mal à retourner à la salle parce que, j'ai plus d'abdos» ou, «Ah je peux pas aller courir parce que, au final, je perds le contrôle sur ma vessie», toutes choses comme ça qui sont au final, j'ai pas envie de dire faciles à remédier, mais où, que ce soit un ostéo, que ce soit un physio, on peut avoir un impact hyper positif sur ça, en fait. C'est de la rééducation. C'est comme Mmh. si on s'était fait, les ligaments croisés et qu'il fallait faire, 3 mois de réhabilitation, pour le genou. En fait, c'est la même chose. C'est un groupe de muscles qu'il faut travailler et qui a été sous un trauma assez, on va dire, assez gros et c'est là, du coup, où, j'ai eu beaucoup de chance parce que une des cliniques où j'étais, ma boss, elle, était assez spécialisée dans pédiatrie et aussi la santé de la femme, que ce soit postpartum ou pas. Et elle m'a dit: «Bah, Jeanne, il faut absolument que tu ailles faire cette formation-là» et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, sur le plancher pelvien et sur, les femmes enceintes, enfin le postpartum et que, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était vraiment cool et au final, en fait, c'est quelque chose qu'on est un peu obligé de faire. Je crois que c'est un peu la même chose pour certaines professions. En France, en Suisse aussi, mais c'est des formations continues. Ouais, OK. Oui, C'est-à-dire oui. que, ouais, par rapport à nous, on a le GIOSC qui est un peu notre, heu, j'ai pas envie de dire l'ordre des médecins, mais en fait, il faut être enregistré avec eux pour pouvoir pratiquer l'ostéopathie et ils te donnent, et en fait, c'est sur cette plateforme-là que, tu peux avoir, tu es juste obligé d'être enregistré avec eux pour pouvoir pratiquer et on est obligé de faire un certain nombre d'heures de formation en continu par an. Mmh. Et donc pour ça, c'est pour ça aussi, enfin nous pas mal en ostéopathie, c'est que tu as des formations continues que tu fais un peu tout le temps. OK. Ouais, c'est Voilà. clair. Ouais. Donc tu en as qui font un peu enfin tu as de tout, hein, vraiment, un peu de Et tout. et je reviens sur ce postpartum, parce que je trouve ça interpellant, Mmh. finalement, encore une fois, la femme un peu rangée, heu, c'est bon, post-accouchement, tu te débrouilles et voilà. Hem
Est-ce que les femmes, elles arrivent à s'autoriser, du coup, à demander de l'aide pour leur corps juste après un accouchement? Pas pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, en fait, quand je vois les mamans, c'est parce que leur bébé ne va pas forcément très bien. Que ça dorme pas, que ça mange pas bien ou autre, c'est qu'il y a un problème avec leur bébé. Donc en fait, dès que je leur demande par rapport à elles, parce que, je parle, hein, durant mes consultations, c'est pas toujours, à un moment donné, je vais leur demander comment elles vont elles et elles vont un petit peu le, dismiss. Donc Mmh. elles vont un peu dire, «Ouais, ouais, non, mais moi ça va, je veux surtout en fait que mon bébé aille bien» et bah, c'est là où c'est un peu plus compliqué, on va dire, à en parler parce que c'est pas du tout elles-mêmes ne sont pas la priorité et je pense que beaucoup de mamans peuvent, hem, bah, comprendre et même ont vécu ça où, bah, en fait, tout ce que tu as envie, c'est que ton bébé soit en bonne santé et donc toi, tu es un peu en arrière-plan en termes de soins alors que, bah, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et ça, c'est un peu dur. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que, heu, bah, il y en a beaucoup qui savent pas, en fait, qui sont pas du tout au courant que il f que, bah, c'est un gros trauma sur leur corps, qu'au final, elles peuvent faire quelque chose et qu'il y a quelque chose à faire pour éviter, tout autre problème, en fait, plus tard. Elles sont juste pas au courant. C'est dingue quand même, hein, de on se Mmh on vit dans une société où on est complètement submergé par l'info et mh. au final, l'info dont les personnes ont vraiment besoin, elles ne l'ont pas, semblerait-il. Non, mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des mères enfin, qui étaient un peu en train de me regarder très confuses en se disant: «Mais quoi? Vous pouvez m'aider avec ça?» «Bah oui, 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 on peut faire plein de choses différentes» et après en fonction de ce qu'elles ont vraiment besoin, bien sûr, mais parce qu'il y a des mères qui après un accouchement, qui marchent, 2 jours plus tard sans problème, qui ça se passe super bien et tu en as d'autres au final, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Et aussi en fonction de notre état physique avant l'accouchement. C'est-à-dire, est-ce qu'on faisait aussi pas mal de sport avant? Est-ce qu'on a continué pendant la grossesse ou pas? De travailler, ce plancher pelvien ou pas? Hem et tout ça, en fait et surtout des beaucoup qui ne savent pas du tout les complications qu'il peut avoir avec l'accouchement. Ouais. Après, je pense que tout le monde voudrait pas forcément savoir parce que, c'est pas Oui, toujours parfois. joli. Parfois oui, le déni ou en tout cas, Mmh le mh. manque de connaissance, je pense que c'est pas mal parce que sinon je pense que peut-être plus de personnes ne feraient pas d'enfants. Exactement. Mais au moins, en fait, même pas le côté: «Ah bah, il faut absolument que je fasse ça» ou «Il faut absolument que j'aille voir un physio», mais juste, en fait, d'avoir un examen physique qui nous donne un peu une idée de comment va notre corps. Déjà, juste ça, ça serait bien. Mmh. Après, je sais qu'en France, je pense que ça se fait quand même beaucoup plus, ce suivi. Non, cette Oui, oui, rééducation? il y a un accompagnement, un vrai accompagnement par des Ouais. sages-femmes déjà, Mmh mh. mère à la maison, et oui, une vraie connaissance de ces problématiques, postpartum et un accompagnement, un vrai accompagnement, je pense de manière générale. Après peut-être, je m'y connaissais pas assez pour affirmer qu'il y en a pas qui passent entre les mailles, mais je Mmh. pense en tout cas, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est mieux. OK, bah, c'est bien du coup. Maintenant, je me demandais, bon, tu disais que beaucoup de femmes venaient d'elles-mêmes, en tout cas au moins pour leur bébé. Est-ce Mmh mh. que tu collaborais quand même un peu avec des médecins? Non, alors pas tellement, OK. en réalité, pas beaucoup. Hem Je pense aussi parce qu'en fait, j'ai pas pris beaucoup le temps pour le faire. Je sais que ça se fait pas mal aussi, ça se fait pas mal surtout dans tout ce qui est plutôt le milieu du sport. Ouais, Donc, d'accord. Mmh. que ce soit, ch avec des chirurgiens, avec des médecins du sport aussi, où il y a un peu plus cette collaboration peut-être avec les ostéos. Moi, j'ai juste vu ça avec des amis, qui eux-mêmes sont ostéopathes et qui ont vraiment cette relation avec certains chirurgiens ou certains médecins, du coup, qui reçoivent aussi cette patientèle, d'eux. De mon côté, pas trop, hem, juste parce qu'en fait, j'ai pas trop pris le temps, on va dire.
Oui, Et c'est plus en un truc voilà, personnel qu'une généralité, tu veux dire? voilà. Après, il y a aussi ce truc en Angleterre où il y a pas un médecin généraliste pour un patient. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le patient, heu, il va être dans un cabinet et dans ce cabinet-là, il va avoir plutôt plusieurs médecins généralistes, mais ils ne sont pas forcément vus par le même médecin généraliste à chaque fois qu'ils viennent. Oui, oui, donc il y a pas du tout cette relation médecin de famille comme on peut avoir encore, chez Ouais, nous. pas OK. vraiment. Enfin, surtout à Londres. Après, dans les Ouais, plus petites villes, dans les villages, je pense qu'il y en a un, donc du coup, oui, mais pas du tout à Londres. OK, OK. Mmh. Hem, on va faire la transition justement, je trouvais ça intéressant que ta remarque, sur l'ostéo sportive, mais je voudrais te demander avant de passer là-dessus, si tu pouvais changer une chose dans la prise en charge des femmes et de leurs bébés après la naissance, alors ce serait quoi? De l'information, en fait. Que Mmh, ce OK. soit en vrai, des brochures, je trouve que ça fait un peu old school, mais que ce soit, ouais, peut-être une brochure ou juste une feuille, en fait, qui donne un peu les différentes, professions, médicales avec leurs spécialités, avec, ce qui peut aider et aussi juste, ouais, en fait, c'est juste de l'information parce qu'il y en Ouais, a vraiment sensibiliser en fait. voilà, Ouais. vraiment pas beaucoup et oui, en fait, juste ça. Ah oui, et aussi une autre chose, ça j'en avais parlé avec, j'avais bien aimé, j'avais une patiente à un moment donné que j'ai adorée, qui elle était, chirurgien gynéco. Ça se dit comme ça? Elle Oui. est, ouais, voilà, et elle m'a dit qu'elle, travaillant avec le NHS, elle avait Mmh. pas le droit de recommander à ses patients d'aller voir des, bah, par exemple des ostéos parce que ça faisait pas partie du NHS. Ah ouais! Ouais. Alors qu'on pourrait penser, enfin, que ça désengorgerait justement le système, Eh ben, on est bien d'accord, mais non. Donc elle m'a déjà dit plusieurs fois: «Oui, j'en ai parlé à mes patients, il faut qu'ils viennent vous voir et tout». Mais surtout, j'aurais dit de pas dire qu'ils venaient de moi. J'ai Ouais, dit: «Pas de ouais, ouais. souci», parce qu'ils avaient pas le droit, parce qu'elle avait pas le droit de dire et ça, j'ai trouvé ça assez choquant. Hem, ouais, c'est juste assez choquant, en fait. Ouais, 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 il Voilà. y a pas de Ouais, ouais, petite, voire grande faille dans le système, quoi. ouais, OK. un petit peu. Petite. OK, l'ostéopathie sportive, pardon, tu disais que ça t'attirait pas trop, pour les raisons que j'ai évoquées là en introduction. Est-ce que tu Mmh peux mh. élaborer un petit peu là-dessus? Oui, alors, moi, j'aime beaucoup le sport. J'en ai toujours fait. J'ai beaucoup skié, j'étais cavalière aussi, j'ai fait beaucoup de sports différents et en fait, peut-être une chose qui m'a un petit peu, poussée à ne pas aller trop vers ce côté-là, c'était que, tous mes potes dans mon année voulaient être, dans le monde sportif. C'est-à-dire qu'ils voulaient tous, ils étaient tous bon, il y a beaucoup de mecs, hem, mais c'était, ouais, j'ai envie de travailler avec des sportifs, j'ai envie de travailler avec des équipes de foot, et personne parlait trop d'autres choses, en fait. Et je m'étais dit, bah, en vrai, si tout le monde va dans le sport, bah, on fera toujours tous la même chose, on sera toujours tous en compétition, donc pourquoi pas aller voir autre chose? Et donc ça m'a plutôt plu et en fait, c'est en travaillant avec des sportifs, parce qu'au final, tu en as quand même qui viennent, hein, pour, que ce soit, des genoux, des chevilles aussi, enfin, se fouler la cheville, des problèmes aux genoux et tout. Hem, bah, j'aime pas trop leur mindset. C'est-à-dire que, tu as beau leur dire ce qu'il faut faire, si ça va pas avec leur régime sportif, ils vont pas aimer. C'est-à-dire que, bah, oui, tu t'es foulé la cheville, oui, il faut faire je vais te donner des exos, il faut que tu bosses dessus, mais tu vas pas courir pendant 2 semaines. Et ça, c'était un: «Ah bah non». Et donc du coup, ils vont voir quelqu'un d'autre qui vont pouvoir leur dire: «Bah oui, vous pouvez continuer à courir, mais vous faites ça en plus». Et c'est ça que j'aime pas trop. Et par exemple, moi, j'ai une de mes très bonnes amies qui, elle, travaille dans tout le secteur un peu artistique, bosse pas mal avec des danseurs, avec des acrobates, tout ça. Et c'est là où elle me dit aussi qu'une grosse partie de son job, c'est de réussir à aider les gens à bosser sur leur,
leurs injuries, Blessure. leurs blessures, merci, leurs blessures, sans qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Et c'est-à-dire qu'un danseur qui est enfin je sais pas, qui est au National Ballet à Londres, tu vas pas lui dire bah t'arrêtes de danser pendant 2 semaines. C'est-à-dire il faut que tu réussisses à travailler avec l'entraînement qu'ils font par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant hein, de réussir en fait à travailler avec ces personnes-là. Mais d'un autre côté, ça met une pression de dingue. Et j'aime pas trop ça. En clair, en fait. Ouais. Et à la limite, enfin, l'interprétation que j'en fais, c'est à la limite quelqu'un dont c'est le travail. Bon, on voit des athlètes de haut niveau, des artistes de haut niveau, comme tu viens de... Bon, Ouais. on peut comprendre quelque part. Mais puis bon, enfin, l'amateur sportif comme moi, par exemple, Landa, et je sais, hein, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que t'as pas envie d'arrêter de courir, t'as pas envie, voilà, et t'as envie qu'on te trouve une solution, un quick fix. Mais des enjeux sont quand même, en plus, pas pareils. Oui, et la chose c'est que je comprends que la personne en face, enfin le patient, je vais pas dire que je connais leur corps mieux qu'eux. Ça, c'est pas le cas. Un sportif, il sait ce qu'il peut faire, il connaît un peu les limites de son corps, pas de souci. Mais le fait que le patient vienne pour qui recherche en fait un avis d'un professionnel par rapport à ça, et qui au final va dire ouais, bof, ça. Moi, je connais mieux mon corps et on va continuer comme je fais d'habitude. Je leur dis en fait au final, et c'est là où je trouve ça assez drôle parce que à la fin de chaque consultation, que ce soit en fait des personnes qui recherchent ou pas des exos à faire chez eux pour essayer d'améliorer leur recovery, c'est de savoir en fait, c'est à chaque fois je dis est-ce que vous allez faire des exercices ou pas? Parce que moi je vais pas passer mon temps à vous envoyer des exercices ou à vous montrer les exercices si vous allez pas les faire. Et c'est assez étonnant parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez franches en disant non mais je pense que je vais juste continuer avec ce que je fais d'habitude. Ou ah non mais je pense que je les ferai pas, vous savez, je préfère juste venir vous voir et vous allez régler mon problème, mais je ferai pas ça à la maison. Et je trouve ça très amusant de voir ça, surtout pour une personne en fait qui a fait la démarche d'aller voir quelqu'un, mais qui au final est pas tellement en fait donc on se dit qu'il a investi dans sa prise en charge, mais au final qu'il l'est pas trop. Là je dis un peu des secrets de Ouais, non, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu penses que ça dit de notre rapport au corps? Est-ce qu'il y a un truc là-dedans qui a changé, tu penses? Alors je pense Rapport au temps? ouais, Je sais alors pas. je pense que au fil des années, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises plus dans le côté sportif, un peu plus religieusement, on va dire. Les coureurs, ils ont leur régime, ils ont la façon dont ils font les choses, et je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts à écouter leur corps et à voir ce qui est bien pour eux. Et ça, je trouve ça génial. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, enfin, aujourd'hui, tout bouge hyper vite, et les gens n'ont pas forcément le temps de prendre soin d'eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a le travail, ah bah si je peux quand même me lever le matin et aller au boulot, bah ça veut dire que je vais bien. Si je peux quand même courir, je vais bien, alors qu'au final on pourrait faire mieux. Et ouais, je sais pas. Je trouve ça ouais. Une sorte de déconnexion au final, et puis une injonction que le corps il doit suivre en fait. C'est un peu Ouais, comme ça c'est que ça. j'interprète. Ouais, un peu le côté où en fait tant que ça marche, je continue en fait. Et c'est là où on parle beaucoup aussi en ostéo, je trouve, c'est on nous on est une médecine où on regarde en fait, on parle beaucoup de cet aspect holistique où le corps est un, et en fait c'est beaucoup plus compliqué d'écouter notre corps qu'on le pense. Comme si on peut parler de ça très facile, hein, par exemple si on regarde la faim, la plupart du temps on mange parce que c'est l'heure de manger, pas forcément parce qu'on a faim.
Et ça, c'est une chose assez compliquée à comprendre et à comprendre sur notre corps surtout, je trouve. Ouais, complètement. J'aimerais te poser, justement, c'est une transition qui est pas trop mal. Je voulais aller sur l'ostéopathie de manière générale. Le rapport au corps en fait partie, bien évidemment. Tu disais en début d'épisode qu'il y avait finalement beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ostéopathie. Ouais. Et donc, je voulais te demander si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'ostéopathie, tu lui dirais quoi? Donc je commencerai par dire que quand quelqu'un vient nous voir, il vient nous voir souvent pour un problème, mais nous on va pas que regarder l'endroit qui fait mal ou en fait la blessure, mais le corps comme une unité. C'est-à-dire que on veut essayer de rétablir un peu en fait cet équilibre naturel que le corps a d'habitude, où on va travailler sur tout ce qui est articulation, les ligaments, les tissus, les muscles. Où je trouve que souvent il y a un peu cette interprétation de l'ostéo où on va travailler que la colonne vertébrale. Je sais pas d'où ça vient, mais on regarde vraiment le corps en entier. Parce que le fait qu'on s'est foulé la cheville 3 fois à la suite, en fait, au final, c'est peut-être pas la cheville qui est le problème, c'est peut-être le genou, la hanche, la colonne vertébrale qui est la cause. Donc c'est vraiment cette approche un peu plus globale, on va dire, du corps. Voilà. Et après, j'ai beaucoup cette question de c'est quoi la différence entre kiné, ostéo et chiro. Et là, j'ai l'impression de me mettre un petit peu dans un trou parce que tout le monde a un peu une définition différente par rapport à ça. Mais où j'ai envie de dire plutôt que ça dépend en fait surtout de la spécialisation de la personne. C'est-à-dire que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui il y a un peu une ligne un peu invisible entre, par exemple, kiné et ostéo, où beaucoup de personnes diraient que c'est un peu la même chose. Et c'est surtout cette vue globale, en fait, du corps, je trouve, qui change. En fait, c'est cette philosophie derrière l'ostéopathie qui fait que l'ostéopathie est l'ostéopathie. Je sais pas si c'est assez clair. Ouais, si. Moi, je vois le kiné comme, parce que je vois les deux, voilà, ma expérience perso. Moi, je vois le kiné comme quelqu'un qui est beaucoup plus sur le mouvement. Et puis, l'ostéopathie, exactement ce que tu dis, quoi, l'approche du corps dans son entièreté par rapport à une problématique précise. Voilà, c'est ça que j'aurais dit, moi. Voilà. Une petite définition de patiente. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi, comme on disait par rapport à l'ostéopathie sportive, où il y a aussi beaucoup d'ostéos qui vont commencer à travailler un peu plus comme les kinés sur le côté réhabilitation, en fait, des muscles. Voilà. Ou après, t'as aussi pas mal de physios qui vont se dire je vais commencer à être un peu plus manuel en termes de thérapie, travailler un petit peu les muscles comme ça. Ou sinon aussi d'autres qui vont se dire non, moi je fais plus du tout de hands-on, enfin de thérapie manuelle. Ça va être que sur les exos, en fait. Et c'est là où l'ostéopathie, après c'est en Angleterre, hein, on travaille un peu comme on veut. Et il y a pas forcément de procédure à suivre, comme je dirais. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, ça recoupe un peu avec ma première question sur la définition, mais est-ce qu'il y a quelque chose que l'ostéopathie permet de faire vraiment que d'autres disciplines ne permettent pas? Un truc qui te vient à la tête comme ça, à l'esprit, rapidement? Plein de choses peut-être, tu vas me dire, hein, probablement, mais Non, alors non, il y a plusieurs choses qui me viennent un peu à l'esprit, mais après, je dirais pas forcément que d'autres professions ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que on a ce terme un peu aussi, le côté crânial, donc l'ostéopathie crâniale, qui qu'on va pas retrouver forcément chez les chiros ou chez les kinés, qui est je sais pas si t'en avais déjà entendu parler ou pas?
Quoi oui, Ouais, l'ostéopathie crâniale, ouais. Bah, quand ouais. j'étais à Paris, j'avais un ostéopathe, crânial. Mais vas-y, explique, hein, parce que tout le monde ne connaît pas. Bah, en fait, c'est juste une approche un peu plus douce de l'ostéopathie qui se concentre en fait sur les os du crâne, la colonne vertébrale, le sacrum et les membranes. Et donc en fait, ça va vraiment être une approche hyper douce où même parfois de l'extérieur, on n'a même pas l'impression forcément de voir qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que c'est une approche qui est hyper bénéfique pour certains patients, ceux qui ont par exemple des migraines, des maux de tête, qui sont assez stressés, des personnes assez anxieuses, euh, où je trouve que ça marche hyper bien. Et ça, c'est aussi une approche qu'on a beaucoup avec les nourrissons, du coup. Mmh. Parce que, comme on sait comme on sait, avec l'ostéopathie, ça va être pas mal de travail de muscles, on peut aussi faire des ajustements, des choses comme ça, que du coup, on ne fait pas sur des nourrissons. Euh, qui est une approche, j'ai envie de dire, assez particulière par rapport à l'ostéo, en fait. D'accord. C'est presque, si je traduis, c'est presque une certaine adaptabilité, en fait, de l'ostéopathie aux patients, de par les différentes techniques? Oui, oui, oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au, il y a pas de procédure à suivre. C'est vraiment que je peux avoir, pareil, je peux avoir une femme de 60 ans je peux avoir deux femmes de 60 ans qui viennent pour la même chose. Elles se sont fait mal au niveau du dos en ramassant quelque chose et elles se sentent bloquées. Mon approche et ma façon de traiter ces deux patientes va être différente par rapport à elles, par rapport Mmh. à leur tissu, par rapport à aussi parfois leur personnalité, hein. Parce que t'en as aussi beaucoup qui viennent et qui ont une attente, en fait, du traitement Oui. qu'ils vont avoir. Et ça, c'est assez compliqué à, à mettre en place, mais c'est vraiment par rapport aux patients, en fait. OK, super. Mm. Et est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'ostéopathie que tu aimerais déconstruire? Euh, oui, que quand on fait des ajustements, on remet pas en place des vertèbres. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez fréquente, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ostéos, même que ce soit aussi des chiros ou même des physios, où j'ai pas mal de patients qui viennent me voir en me disant oui, alors je suis allée voir un ostéo et en fait c'est leur interprétation bien sûr de ce qu'on dit, mais ça va être oui, la dernière fois il y a un autre ostéo, il m'a remis en place ma vertèbre parce qu'elle était pas bien, elle était pas au bon endroit. Et, et sur le moment, bien sûr, je vais pas dire non, c'est pas le cas parce que ça se fait pas et c'est très, enfin c'est pas, je trouve que c'est pas correct de dire ça. Je leur dis juste ah bon, ok, bon ben on va regarder. Et c'est peut-être après plusieurs séances que je vais leur dire que je remets pas des vertèbres en place parce que si c'était le cas, je pense que leur euh, spinal cord, leur La moelle épinière. voilà, serait un peu endommagé. Mais voilà, que quand en fait on craque, c'est ça, c'est des manipulations quand on craque des articulations, parce que c'est les articulations qu'on craque, c'est le bruit qui se passe, c'est l'articulation en elle-même. C'est pas qu'on remet quelque chose en place, c'est qu'on essaie d'enlever en fait des tensions dans ces articulations-là, plutôt que de remettre quelque chose en place. Sinon, on s'est déboîté quelque chose. Donc voilà. Bah, écoute, merci pour cette correction, pour les gens qui croyaient encore ça, mais c'est tellement oui, tu as raison, c'est tellement vrai encore. On entend, bah, il y a moi, je le dirais même dans mon entourage, il y a des gens qui s'attendent à aller chez l'ostéo. Bah, ils sont pas satisfaits, en fait, si ça craque pas et ils ont vraiment cette croyance, cette impression que l'ostéo remet quelque chose en place et du coup, si Mhm. ça ne craque pas, c'est qu'il remet rien en place. Enfin, vraiment, c'est c'est assez Exactement. courant de le dire. Ouais, et moi, c'est une chose où je vais faire des manipulations, hein, bien sûr, mais je vois pas forcément le fait de le faire à chaque fois. Ouais. Et avec certaines patientes ou patients, je le ferai pas du tout. Et c'est là où, par exemple, je vais expliquer pourquoi je le ferai pas. Et soit, bah, du coup, soit ils reviennent pas, hein, parce qu'ils sont pas satisfaits, mais bon, c'est, voilà. Ouais, faut que ce soit juste pour toi. Voilà. On reboucle sur ton parcours. Début 2026, tu reviens en Mhm. Suisse.
Tu passes ton équivalence ou tu es en train de passer ton équivalence? Je suis en train de passer mon équivalence, ouais. Donc c'est quoi? C'est un retour aux sources? C'est un nouveau départ? Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, c'est un peu ça. Enfin, en partant en Angleterre, je savais que j'allais jamais y rester toute ma vie. Juste parce que j'ai grandi en Suisse, qui est vraiment, on va dire un cadre assez idéal et je suis très chanceuse d'avoir eu la chance de grandir ici et pour moi la famille c'est hyper important. Et même si on va dire que Londres, je suis à 1h30 de vol, ça change quand même pas mal. Donc j'avais entamé en fait mon équivalence après mon année de pédiatrie et du coup bah là j'ai reçu une réponse il y a quelques mois maintenant qui m'a dit que bah je devais écrire un cas clinique et passer un examen. Donc du coup qui se fera tout durant cette année. Et c'est pour ça que je suis revenue en fait en Suisse pour bosser là-dessus. Vraiment. Et du coup, pendant ce temps-là, tu as le droit de pratiquer pour pouvoir faire ton cas clinique? Comment ça se passe? Oui. Alors normalement oui, je m'y suis pas encore mise. Ça fait comment dire? Je me réacclimate à ma vie en Suisse pour l'instant. Et donc voilà, donc oui, on a le droit de travailler. Après, je me suis pas encore extrêmement penchée sur la question. Je sais que j'ai des amies qui elles ont fait aussi les mêmes études que moi, qui sont suisses aussi et qui sont rentrées en Suisse et elles pratiquent. Je sais pas si c'est forcément le côté où il faut être dans un cabinet et être supervisé par un autre ostéo ou pas. Mais j'ai cette possibilité-là et j'aimerais bien avoir l'opportunité de bosser dans un cabinet du coup dans les mois qui suivent. Ouais, en plus, tu es un peu habitué à ce mode de fonctionnement et puis c'est l'occasion, mais j'imagine aussi de rencontrer des confrères, consoeurs Oui, et de voir un peu comment ça se passe en Suisse, quoi. voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça où je m'étais dit, de toute façon, même si je commençais à bosser en Suisse, même si c'est après que mon équivalence passe, c'est de se dire que j'ai quand même envie de travailler dans un cabinet qui est déjà formé avec d'autres ostéos au lieu de monter mon propre truc directement pour voir un peu le système suisse. Parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai pas du tout eu la chance de comprendre, même d'expérimenter ça. Donc c'est à voir comment les Suisses font les font les choses. Et comment tu vis cette période un peu d'entre-deux où tu te dis, je sais pas, tout est possible, rien n'est encore figé. C'est bizarre. C'est bizarre parce que vraiment tout de suite après les études, du coup, j'ai directement commencé à bosser. J'ai jamais eu vraiment cette pause depuis maintenant, ça va faire 7 ans. Et bon, c'est pas vraiment une pause, hein, je travaille quand même sur mon équivalence, sur mes cas cliniques et tout, mais c'est un peu bizarre parce que j'ai pas forcément de cadre. Euh, il faut que je me mette peut-être un peu plus une sorte de programme, mais j'ai envie de dire que ça me manque quand même un petit peu de voir des nouvelles personnes tous les jours, euh, de discuter avec ces personnes-là et de pouvoir aussi aider, on va dire, enfin juste de pratiquer mon métier. Donc ça, j'ai assez hâte d'y retourner, mais en même temps, j'ai pas envie de me précipiter parce que j'ai envie de faire des choses bien. Et et donc voilà, mais un peu un entre-deux, un peu bizarre. Ouais, le changement, je pense, est jamais vraiment complètement confortable, je crois, hein. Oui, et surtout que c'est pas comme si j'étais rentrée en Suisse et que j'avais commencé à travailler directement. Je pense que ça aurait mis aussi une certaine, il faut le faire, il faut avancer maintenant et c'est comme ça. Et là, ça fait un petit peu, ouais, je suis un peu là entre deux. On s'est dit plein de choses et je te remercie déjà pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, dont tu aimerais parler, quelque chose à rajouter? Non, par rapport en fait aux équivalences, j'ai envie de dire que que chaque pays fait un peu à sa façon pour que ce soit les études, même entre la France et la Suisse, hein, que ce soit bien, même si c'est 5 ans d'études, ils ont quand même
des façons de faire différentes, et c'est là où je trouve que l'ostéopathie est assez intéressante parce que chacun fait un peu à sa sauce. Et c'est là où je trouve que c'est un peu compliqué parfois de mettre une vraie définition sur le métier. Parce que par exemple, comme ce que je disais en Angleterre, il n'y a pas une façon de faire. Et que bien sûr, pour les personnes qui se disent ah tiens, est-ce que j'ai envie d'aller essayer un autre pays, voir, il faut pas hésiter de juste contacter, de poser des questions, parce qu'au final, ça peut se faire assez facilement. Je sais qu'entre l'Angleterre et la France, j'ai des amis qui l'ont fait. C'est pas aussi compliqué que la Suisse. Mais donc c'est quelque chose à essayer, pourquoi pas. Et qu'il y a plein d'autres pays aussi qui le font hyper bien, comme je sais que bon après c'est en fonction des diplômes qu'on a eu, hein, mais que ce soit entre d'aller essayer l'Angleterre, même entre l'Angleterre, le Canada et l'Australie, c'est assez facile parce qu'ils font tous partie du Commonwealth. Donc qu'il faut pas hésiter d'aller voir aussi autre part, et c'est pas parce qu'on a un diplôme d'un seul pays qu'on peut pas aller travailler dans un autre. Ouais, merci pour ce rajout. Je pense que c'est très juste, et ça s'applique à n'importe quelle profession en fait. Hein. Je pense c'est très enrichissant d'aller ailleurs, même parfois ailleurs dans son propre pays, en vrai. Oui, ah non, complètement, et même dans différents, de pas hésiter, surtout. Bon après, je trouve que les ostéos le font plutôt bien, mais d'aller voir aussi des personnes qui se sont spécialisées dans différents domaines, et pas que être entouré des gens qui font la même chose que toi. C'est pas mal. La petite dernière alors de ce podcast, Jeanne, quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même, celle qui est peut-être juste avant l'épisode biochimie peut-être? Je pense que je dirais avant le biochimie. On va dire que quand je suis partie en France, j'avais pas eu l'impression d'être trop dépaysée parce que ça parlait français et j'étais vraiment pas très loin de la Suisse non plus, et je rentrais tous les week-ends. Mais j'ai jamais trop appréhendé le fait de bouger dans d'autres pays, et que c'est pas mal aussi d'aller voir autre part. Je trouve que tout le monde devrait un petit peu aussi bouger, de pas forcément rester que dans la ville où ils ont grandi, juste pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté, enfin, ou dans un autre endroit, quoi. Donc tu lui aurais dit bouge, va voir ailleurs, chose que t'as fait. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Jeanne, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant, j'ai adoré. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.